territoire de la commune de Koersel, le long de la grande route d'Ist-Mazeik, au lieu dit Kleineheide et à égale distance des clochers de Beringen et de Beverlo, se dresse le complexe imposant des installations de surface des charbonnages de Beringen. À cet endroit où ne poussait jadis que la bruyère et le sapin, s'est fixée et développée cette grosse entreprise charbonnière qui peut se ranger actuellement parmi les plus modernes et les mieux équipées du continent. La concession, grande de 4 950 hectares, est exploitée par un siège unique dont la production journalière atteint actuellement 5 000 tonnes et la dépasse certains jours. Plus de 7 000 ouvriers et employés constituent l'effectif du personnel actuel de l'entreprise. Le problème de la main-d'œuvre, bien que faisant l'objet des préoccupations constantes de la direction, ne se pose pas à Beringen avec la même acuité que dans d'autres régions du pays. Les ouvriers sont recrutés sur place, dans les villages environnants, et même dans la campagne anversoise, relativement proche. Tramways et autobus déversent tous les jours un nombre considérable d'ouvriers. À l'entrée, premier contrôle, réception de leur médaille portant le numéro de matricule. Puis, au vestiaire, ils échangent leur costume de ville contre la tenue classique du mineur, un bleu, foulard de couleur, une paire de grosses bottines et un solide chapeau de cuir. C'est alors la salle des lampes où se fait un deuxième contrôle. Contre remise de leur médaille, les lampistes délivrent à chaque ouvrier la lampe individuelle dont l'emploi devient moins fréquent par suite de l'installation de nouveaux bancs de chargement pour lampes à chapeau, où les ouvriers se servent eux-mêmes. Munis de leurs lampes, les gens avancent en rang compact, lentement et en bon ordre. Dans le couloir qu'ils suivent, ils peuvent jeter un coup d'œil sur les affiches que le service de sécurité renouvelle périodiquement. Le pointage des ouvriers par leurs chefs respectifs à la salle d'attelage constitue un troisième et dernier contrôle avant la descente. Des escaliers à sens unique conduisent aux différents paliers des cages. Les ouvriers y prennent place à raison d'une 60aine par cage et les barrières de protection fermées, le départ est donné par le moulineur. La descente dure 40 secondes pour atteindre 800 mètres de profondeur. Un chef de transport, installé dans une cabine, règle la circulation des trains de personnel et de marchandises. Il a une centrale téléphonique à sa disposition. Les ouvriers montent en voiture et une demi-heure plus tard, ils se trouvent dans la voie de taille. À la file indienne, ils suivent le passage le long de la courroie et se rendent ainsi à leur chantier. Le service des bois se fait par la tête de taille. Ici, les bois sont amenés par courroie ou par berline et jetés dans les couloirs oscillants. L'ouvrier à veine est le producteur de charbon proprement dit. Il est le mineur qualifié par excellence. Armé de son marteau-piqueur, il arrache le charbon au front de taille. Au moyen d'une large pelle, il boute le charbon dans le couloir oscillant ou, le cas échéant, sur la courroie.
Au fur et à mesure qu'il déhouille son massif, il établit sur le toit découvert un soutènement solide, d'abord provisoire en bois, puis définitif, soit en bois, soit métallique. La direction ne s'efforce pas seulement d'augmenter le rendement de l'abatteur par des moyens perfectionnés, mais elle se soucie encore et surtout de sa santé. Pour réduire au minimum la formation de poussière, plusieurs chantiers à grosse production ont été équipés de piqueurs à pulvérisateur d'eau sous pression. Le jet d'eau est projeté contre le charbon en place, en même temps que le piqueur y est introduit. L'abatteur peut régler lui-même le débit de son jet. Dans certaines tailles, le couloir oscillant a été avantageusement remplacé par une courroie transporteuse. L'expérience d'emploi du piqueur à pulvérisateur d'eau a été concluante. La formation de poussière à l'abattage est insignifiante. Une autre innovation qui a été introduite à Beringen avec succès est relative au transport des produits dans les tailles à petite ouverture. On y a installé une courroie qui transporte le charbon sur le brin inférieur. Ce système est fort simple. Le brin transporteur frotte sur le mur de la veine, tandis que le brin supérieur, près du toit, est soutenu par des barres ou des tubes appuyés sur les montants de soutènement. Le charbon est dévié au pied de la taille dans une trémie de déversement. Un second arrosage enlève les dernières poussières. Dans certaines couches, la dureté excessive du charbon a rendu nécessaire le havage mécanique. Depuis plus de 25 ans, des haveuses électriques sont en service à Beringen. Le câble souple d'arrivée du courant est suspendu dans la voie de pied. Il est déroulé au début du poste de havage. Le haveur raccorde le câble et l'aide met le courant. Ensuite, le haveur introduit le bras à chaîne muni de pic dans le charbon. Le cale dans la bonne position. Et la haveuse démarre. Le charbon sous-cavé sur une profondeur de 1,50 m à 2,50 m reste suspendu en porte-à-faux et deviendra ainsi plus facile à abattre au cours du poste suivant. Déjà, pendant le havage, de grosses gaillettes se détachent de la périphérie du massif.
Ce travail de havage réduit considérablement l'effort exercé par l'abatteur et donne un rendement nettement supérieur. De jeunes bouteurs enlèvent le havri ou fin charbon sortant de la saignée et le tapent dans le couloir. Le charbon produit par la taille est déversé par le couloir à secousse ou par la courroie sur la bande transporteuse de la voie de pied, appelée également passage à courroie. Cette courroie, qui peut avoir quelques centaines de mètres, déverse à son tour les produits dans la trémie de chargement des wagonnets, située au niveau d'extraction dans une grande galerie de transport. Au point de robinage, le robineur emplit les berlines une à une. Il règle l'arrivée du charbon au moyen d'un grand levier et fait avancer les wagonnets grâce à une vanne à air comprimé au fur et à mesure de leur remplissage. Les rames chargées au robinage sont traînées au puits par des locomotives à mazout ou à air comprimé. Elles suivent de larges galeries tubulaires. À l'accrochage, elles attendent, rangées sur 4 voies, le moment d'être envoyées au jour. La manœuvre d'encagement consiste à glisser 2 par 2 les berlines successivement sur les 4 paliers de la cage. Elle est entièrement mécanisée. Au puits d'extraction, équipé de 2 machines et de 4 cages, 2 préposés suffisent pour envoyer à la surface, en un seul poste, 2500 tonnes de charbon. Le creusement de galeries à grand secteur circulaire, appelé bouveau, doit se faire par explosif. Des trous de mine sont forés dans le roc au moyen de perforateurs à air comprimé, pour la plupart pourvus de systèmes d'adduction d'eau. Les perforateurs simples nécessitent le nettoyage du trou de mine par ventilation, ce qui provoque un nuage de poussière très désagréable. Le bout de feu, c'est-à-dire le surveillant responsable, prépare les cartouches d'explosifs. Il introduit dans la cartouche amorce un détonateur électrique qui est muni de 2 fils isolés dont il doit décaper les extrémités. Afin de pouvoir bourrer la charge, un aide prépare au moyen de terre glaise des bouchons de bourrage, appelés patates, par les ouvriers. Avant de procéder au chargement, le bout de feu examine, au moyen d'une lampe à benzine, tout le front du bouveau,
afin de s'assurer de l'absence totale de grisou. S'il y avait la moindre trace de ce gaz très dangereux, le sautage serait interdit. La longueur des trous de mine est mesurée au moyen du bourroir. Puis les cartouches sont glissées une à une dans le trou et tassées au moyen d'un bourroir flexible. La cartouche amorce placée, le bourrage est ajusté et bien damé. Les fils amorces sont alors raccordés en un compassement et les deux bouts libres sont fixés au câble qui reste à demeure dans le couloir du bouveau. Le bout de feu se met à l'abri d'une berline pleine et prépare l'explosion. Il contrôle la résistance totale du circuit au moyen d'un ohmmètre. Puis il amorce l'exploseur. Il raccorde le câble aux deux bornes. Il cale la berline et feu. Le bout de feu, le premier, retourne au front et rappelle ses hommes s'il n'y a rien d'anormal. Les débris de l'explosion sont copieusement arrosés, toujours en vue du dépoussiérage. Grâce à l'appel mécanique, le travail de chargement est considérablement réduit. Le godet se fraye un chemin dans le tas de décombres et les décharge dans un wagonnet. Une fois les pierres enlevées et le soutènement provisoire constitué, on passe à la pose de claveaux, qui sont de gros voussiers en béton pesant plus de 100 kg. Commençant par la base, on construit le cintre, et on interpose dans les joints longitudinaux des planchettes qui donneront l'élasticité voulue à l'ensemble. Les pierres qui proviennent des travaux préparatoires sont utilisées en grande partie pour le remblayage des tailles. On les amène en berline au point de basculage
où un préposé nettoie le fond au moyen d'un racloir. Comme partout, on mène ici la lutte contre la poussière grâce à l'emploi des masques et d'arrosage. Les pierres culbutées descendent dans une trémie pour arriver sur une bande transporteuse. À côté des mineurs proprement dits, des ouvriers spécialistes sont affectés aux services mécaniques et électriques qui, dans un charbonnage, ont toute leur importance. La remise des locomotives est en même temps un atelier d'entretien et de réparation où mécaniciens et ajusteurs, sous les ordres d'un brigadier, travaillent d'une façon continue à l'entretien, au nettoyage, à la mise au point et aux essais des pièces vitales pour les locomotives diesel. Un magasin de petit matériel est à leur disposition, mais chacun est tenu de faire, dans un cahier ad hoc, le rapport de son travail. La nouvelle salle des pompes, qui sert en même temps de sous-station électrique, fait partie du domaine du service électrique. Dans la taille, c'est la fin du poste. Le surveillant termine le pointage de ses hommes. Le signal de départ est donné. Et c'est l'embarquement dans le train du retour. Arrivés à la surface, les noirs, sans perdre une seconde, se rendent à la lampisterie
où ils reçoivent contre remise de leur lampe la médaille d'immatriculation. Le couloir dit des Noirs donne accès au bain-douche. Là, avec le plaisir d'une journée bien remplie, chacun se décrasse et détend son corps sous l'action bienfaisante de l'eau. Encore une de finie. On allume une bonne pipe et c'est le retour vers la maison. À la sortie, les médailles sont glissées dans les boîtes de contrôle. Mais tout travail n'est pas terminé dans le charbonnage. Les salles de rapport offrent encore le spectacle d'une activité fébrile. Ingénieurs, conducteurs, chefs porions, brigadiers et marqueurs s'y rencontrent, discutent, écrivent, dessinent et calculent, penchés sur des chiffres, des rapports et des plans. L'interprète italien s'emploie à calmer ses camarades exubérants, ce qui n'est pas facile. Les guichets des marqueurs sont également ouverts et les clients ne manquent pas. Les marqueurs, dans leur vaste bureau, vérifient les marquages directement après les postes. Ils inscrivent les prestations individuelles des ouvriers et calculent leurs salaires et primes. L'école professionnelle, dite des chefs porions, créée en 1930, a depuis lors prospéré largement. À ce jour, elle a formé plus de 80 diplômés, qui constituent pour les ingénieurs un cadre précieux. Des cours théoriques se donnent 8 heures par semaine pendant 3 ans. Il y a également des cours pratiques, sur la surveillance des moniteurs expérimentés, où les élèves exécutent les travaux les plus courants du fond. L'équipe de sauvetage du fond, composée d'ouvriers physiquement et professionnellement sélectionnés, sous les ordres directs d'un ingénieur, s'entraîne régulièrement, soit à la surface, soit au fond. Les masques sont soigneusement entretenus par un préposé spécialiste. L'étanchéité en est vérifiée avant tout exercice, comme s'il s'agissait d'une alerte réelle. Le service médical comporte d'une part la section accident,
D'autre part, la section embauchage et dépistage de maladies. Les blessés sont soignés dans une infirmerie modèle sous la direction d'un chirurgien. En plus du cabinet du docteur, il y a une salle de bain, une salle de repos à plusieurs lits, une salle d'opération, et une salle de stérilisation. Le médecin embaucheur radiologue tient un fichier détaillé de tous les ouvriers et employés. Dès l'embauchage, le dossier de chacun est constitué. Aujourd'hui, l'examen radiologique est obligatoire, tant pour l'embauchage que pour la détection des maladies professionnelles. À l'instant où ce brave mineur, après une journée de dur labeur, retrouve sa famille, il convient de rendre hommage à tous ceux qui, dans l'ombre du chevalement et dans les couloirs obscurs du fond, contribuent sans se lasser à la production indispensable pour la vie de la collectivité de ce charbon sans lequel notre industrie ne vivrait pas. Ce repos dans un home calme, ils l'ont bien mérité, tout comme ils ont mérité la bénédiction de celle qui est leur patronne bien-aimée, Sainte Barbe.